un petit billet de sortie pour évaluer, la visio et derrière du coup, qu'on puisse du coup a ajuster notre dispositif de manière, globale. Je vais donner du coup, si ça vous va, je vais donner la parole à Patrick, l'autre deuxième Patrick, ça fait un peu Patrick au carré. Je vais donner la parole à Patrick Rivière, du coup, pour qu'il puisse vous dire, quelques mots. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup de vous être rendus disponibles en si grand nombre, y compris les bénévoles des autres assos avec qui nous avons formé effectivement un groupement pour assurer les DPS des Jeux de 2024. Donc vraiment un grand merci à tous et on espère que cette initiative répondra à vos attentes. Alors pour ma part, j'ai en charge le département secours national de la Croix-Rouge et notamment le pilotage du plan de relance secours dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers mois. Opération terrain, c'est une première ce soir d'une nouvelle série de rendez-vous mensuels organisés par l'équipe formation autour de Patrick, Cédric et Daniel, que je remercie vivement pour leur initiative. Et ces rendez-vous s'inscrivent dans le cadre du plan de relance secours de la Croix-Rouge française. Notre ambition, c'est de redynamiser la communauté secouriste afin de mieux répondre à la fois aux enjeux des prochaines années en tant qu'acteur du secours, mais aussi de mieux répondre aux attentes et modes de vie des bénévoles, qu'ils soient déjà engagés dans l'activité ou qui souhaitent nous rejoindre. Opération terrain, c'est justement la preuve de notre agilité collective et de notre capacité d'adaptation, à l'instar des campus éphémères qui ont été lancés cet été à Saint-Malo et à Toulouse par le pôle formation autour de Patrick, hein, et puis le réseau bénévole de la Croix-Rouge. Ce soir, c'est une première, mais ce sera à vous de nous dire si cette opération terrain répond à vos attentes ou comment on peut l'améliorer. Donc sans plus attendre, je passe le micro à Daniel, Cédric, Julien et Axi pour ce premier rendez-vous sur la douleur thoracique. Bonne soirée à tous. Merci les deux Patrick. Pour vous faire rapidement un résumé du coup de Opération Terrain, Patrick Rivière l'a très bien dit. C'est vraiment le moment de se retrouver pour parler d'un sujet, une thématique qui vous intéresse, qui nous intéresse, les remontées que l'on a aussi sur le réseau. Se dire aussi qu'on n'est pas seul, se dire que c'est le moment aussi de revoir certaines choses qui auraient pu sur lesquelles on aurait pu passer à côté, ou au contraire même ancrer certaines choses et en savoir plus. Toujours intéressant. Merci du coup aux 5 associations qui sont présentes, représentées. Avant de laisser la parole à Daniel sur Zoom, vous avez un espace qui est marqué Q et R pour questions et réponses. Utilisez cet espace de questions-réponses pour pouvoir les poser. On a Julien et Alexis qui s'assurent de prendre toutes les questions et puis de pouvoir les poser à la fin du webinaire à Daniel. Je laisse la parole à Daniel. Je mets fin au sondage pour vous demander comment vous alliez. Et apparemment, vous allez très bien à 47%, bien à 36% et 18% que la hâte que la vidéo commence. C'est-à-dire, c'est parti. Merci à tous. Écoutez, bonjour à tous et je vous remercie effectivement de se connecter pour cette première. Je remercie aussi à l'équipe du POFO d'avoir organisé ces sessions. Je remercie aussi Cédric et Alexis qui se sont déplacés à Marseille pour faire la visio de Marseille. Et je vous reçois ici au Bataillon d'Amarante-Pompiers, qui est l'une de mes premiers conflits, j'allais dire, d'intérêt. On va aborder excusez-moi, la première diapositive, voilà. On va aborder donc le sujet d'aujourd'hui qui est la douleur thoracique. On va essayer de faire une présentation de 40-45 minutes grand maximum. Cédric est à côté de moi pour me donner des coups de pied si jamais je suis trop long, pour essayer d'aborder ce sujet-là. Aborder la douleur thoracique chez les secouristes, c'est quand même revoir une grande partie des conduites à tenir et que l'on doit réaliser lors de la prise en charge d'un patient ou d'une victime. Et vous allez voir que vous allez retrouver pas mal d'éléments que vous connaissez. Et je vais insister peut-être aussi sur des éléments qui sortent un petit peu du secourisme traditionnel pour effectivement mieux comprendre notamment pourquoi on a à prendre en charge ces douleurs thoraciques, quel est l'objectif de l'action des secouristes, et ensuite qu'est-ce qui se passe éventuellement après la prise en charge de ces patients. Je vous rappelle mes conflits d'intérêts.
Je travaille au bataillon des marins-pompiers de Marseille, je suis administrateur à la Croix-Rouge. Je suis aussi membre du comité médical du Conseil national de protection civile et donc, par là même, on rédige le contenu des recommandations nationales éditées par la DGS-CGC. Et après, j'ai 3 autres activités dans des comités scientifiques de la Cochrane, qui est un organisme qui fait des revues de la littérature pour éditer des recommandations. Je travaille avec Pascal Cassan au niveau du First Aid Task Force de l'ILCOR, qui édite les recommandations internationales en matière de premier secours et de réanimation cardio-pulmonaire. Et puis, je suis aussi au sein de la Croix-Rouge, conseiller scientifique du Centre mondial de référence en matière de premier secours. Alors, définir la douleur thoracique, d'abord, quand on pense à douleur thoracique, on a toujours en tête quelque chose qui fait très mal ou qui fait mal. Mais lorsqu'on aborde le thème de la douleur thoracique, en fait, il ne faut pas le limiter uniquement à la simple douleur, une sensation de quelque chose qui fait mal que l'on peut éventuellement, comme on le fait dans les bilans secouristes, que l'on peut évaluer de 0 à 10. En effet, il faut savoir que toute sensation qui est anormale, et on va voir que la douleur peut prendre différents aspects, toutes ces sensations pénibles qui sont en fait localisées au niveau de la zone du thorax, en fait, sont incluses dans la définition de douleur thoracique. Et on va parler de douleur thoracique, bien que des fois, en fait, les patients vous diront, enfin les victimes vous diront, non, mais ça me fait pas mal, mais ça me pèse, ou j'ai une lourdeur. C'est pas une douleur, mais ça me pèse, c'est une lourdeur. Mais on considère, en fait, finalement, que c'est quand même une douleur thoracique. Quelle que soit, effectivement, la forme. Elle peut être brutale, elle peut être chronique, elle peut durer, elle peut être passagère, elle peut être parfois très légère, très modérée, voire prendre un aspect différent des douleurs traditionnelles, ou parfois être très intense. La douleur thoracique reste quand même un des motifs principaux d'appel des secours ou de recours à un service de secours, parce que finalement, c'est quelque chose qui fait toujours relativement peur, bien que des fois, on essaye d'en minimiser l'importance de crainte de savoir ce qui risque de se passer ou ce qui risque de nous arriver. En fait, pourquoi on en parle? D'abord, vous voyez, c'est quand même un objet très fréquent de consultation en médecine générale. Ça fait 3% des motifs de consultation en médecine générale et 50% des patients hospitalisés en cardiologie. Mais en fait, ça, c'est un peu normal. Mais en cardiologie, il n'y a pas que la douleur thoracique. Et puis surtout, la douleur thoracique, ça peut être grave. Il y a des pathologies qui peuvent être graves et qui peuvent entraîner des risques vitaux, voire le décès des patients. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en charge correctement ces douleurs. L'infarctus du myocarde est une pathologie qui tue encore, qui tue même beaucoup. On n'a pas les taux de mortalité que l'on avait il y a quelques années, mais on a une mortalité qui est actuellement évaluée à 15%. Mais il n'y a pas que l'infarctus du myocarde qui tue. En effet, il y a d'autres pathologies cardiovasculaires ou d'autres pathologies thoraciques qui peuvent entraîner des détresses vitales ou des décès des patients sans pour cela être des infarctus du myocarde. Autre élément important, et justement pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, et j'ai vu qu'actuellement, même à la télévision, vous voyez une campagne publicitaire, enfin une campagne d'information de la population sur les insuffisances cardiaques qui passe avec un mime, c'est pas le mime Marceau parce qu'il est décédé depuis longtemps, mais quelqu'un de l'école Marceau qui simule les signes de l'insuffisance cardiaque. Tout cela pour alerter les personnes, pour savoir que quand on a ces premiers signes, il faut rapidement, j'allais dire, soit faire appel au secours, soit faire appel à un avis médical, car pour ces pathologies, il y a des filières de soins spécifiques. C'est assez spécifique, notamment en France, c'est que plutôt que d'amener systématiquement chaque fois le patient aux urgences, peut-être que la victime, on va l'amener directement dans un service qui est plus adapté pour qu'elle reçoive un traitement beaucoup plus rapide. Donc, il faut savoir et garder à l'esprit que la douleur thoracique, ça peut être grave, mais aussi ça peut être parfois rien du tout. Donc, comme parfois on a un doute, il vaut mieux que le doute bénéficie à la victime et donc il vaut mieux à ce moment-là consulter ou demander un avis. D'abord, quand on parle du thorax, qu'est-ce qu'on entend par thorax? Vous savez que le thorax, alors je crois que j'ai une petite... je vais arriver par là, oui, je dois avoir une petite pointe rouge qui doit apparaître par ici. Voilà, un petit pointeur laser, il est un petit peu... Voilà le thorax, si vous voulez, il est limité en extérieur par en fait, la paroi thoracique à l'intérieur de laquelle vous avez les côtes. En arrière, il est limité par la colonne vertébrale et en avant par le sternum qui relie les différentes côtes. Et à l'intérieur, en fait, on considère qu'il y a 3 parties. Une partie gauche qui est la cavité qu'on appelle pleurale gauche, et alors c'est à ma gauche, c'est à la droite du patient, c'est à ma gauche. Excusez-moi, c'est la cavité pleurale droite. Et de l'autre côté, la cavité pleurale gauche. Et entre les deux espaces, vous avez une zone qu'on appelle le médiastin, notamment où vous retrouverez le cœur et les gros vaisseaux. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du thorax? Premièrement, vous avez la cage thoracique, comme je vous l'ai dit, elle est constituée notamment par des côtes et puis la paroi thoracique.
Deuxièmement, elle est limitée en bas par le diaphragme, qui est le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. À l'arrière et en avant de l'œsophage, en avant de la colonne vertébrale, se situe l'œsophage, qui est de la voie digestive qui part donc de la bouche et du pharynx et qui descend en bas jusque dans l'estomac qui lui est situé dans l'abdomen. Au milieu et au centre, vous avez le cœur, des vaisseaux importants avec les poumons, bien sûr, de chaque côté, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, vous avez deux veines importantes, puisque ce sont les veines qui amènent le sang au cœur, ce sont les veines caves. En haut, vous avez la veine cave supérieure et en bas, vous avez la veine cave inférieure. Le sang va pénétrer à l'intérieur de l'oreillette droite et puis traverser le cœur dans le ventricule droit pour aller au niveau des poumons. Donc, passage dans le ventricule droit et ensuite, le sang va remonter vers le haut pour aller dans les poumons s'oxygéner et revenir dans le ventricule droit, pardon, dans le ventricule gauche, excusez-moi, j'ai tout à l'envers ici, dans le ventricule gauche et ensuite être chassé à l'intérieur de l'aorte pour vasculariser l'ensemble de l'organisme. Et donc, vous avez l'aorte à ce niveau-là. Le cœur est un muscle, et ce muscle, lorsqu'il fonctionne, doit recevoir effectivement de l'oxygène. L'oxygène est amené par le sang au niveau du cœur. Il existe un système vasculaire spécial pour le cœur. Le cœur, c'est ce que l'on appelle les artères coronaires. Et ces artères coronaires doivent fonctionner correctement pour amener le sang oxygéné au niveau du myocarde et que celui-ci ne souffre pas de manque d'oxygène. Et on va voir que c'est justement l'une des causes des maladies cardiaques, notamment les syndromes coronariens. Alors, quelles sont les causes des affections qui peuvent être à l'origine d'une douleur thoracique? Alors, on a fait quelques petites questions et je crois qu'on va arriver à la première question qui traite des causes. J'ai deux questions qui traitent des causes. Premièrement, la douleur thoracique non traumatique. On va surtout parler aujourd'hui de ce qui n'est pas traumatique, hein, même si de temps en temps, des traumatismes peuvent être à l'origine de lésions intrathoraciques et de douleurs thoraciques. Les douleurs thoraciques non traumatiques de l'adulte d'origine cardiaque, je voulais savoir combien elles représentent. Alors, 70% des douleurs thoraciques, 30% des douleurs, 80% ou 50% des douleurs thoraciques. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Est-ce que finalement les douleurs thoraciques sont d'origine cardiaque ou d'autres causes et en quelle proportion? En majorité, la tendance est à 70% des douleurs thoraciques, puisqu'on a 46% de personnes qui me disent que c'est 70% des douleurs thoraciques, 30% des douleurs thoraciques pour 16% des panélistes, c'est pas facile à suivre, 50% des douleurs thoraciques pour 20% des panélistes et 80% des douleurs thoraciques pour 17% des panélistes. Eh bien, la solution, c'est 50%. On a à peu près la moitié, en fait, des douleurs thoraciques qui sont perçues par des patients que l'on reçoit, en fait, aux urgences, et puisque là, c'est une statistique qui nécessite finalement un service qui récolte des données, donc c'est une réception aux urgences. Cela représente à peu près 50% donc, des douleurs thoraciques que l'on reçoit aux urgences. La même question, mais cette fois chez l'enfant. Les douleurs thoraciques non traumatiques chez l'enfant sont le plus souvent d'origine soit pulmonaire, soit musculaire ou osseuse, soit gastro-intestinale, parce qu'on aura aussi des douleurs digestives, soit d'origine cardiaque. Si vous entendez du bruit autour, c'est normal. On est dans une caserne, ça bouge. Pour l'instant, on a une dominante de l'origine pulmonaire pour 49% des participants. 19% nous disent musculaire ou osseuse, 29% pour gastro-intestinale, 3% comme raison origine cardiaque. Ok, et bien alors, en fait, finalement, on a la grande majorité, en fait, des lésions, des douleurs, traumatiques de l'enfant sont en fait des douleurs qui sont musculaires ou osseuses. Alors, on le retrouve dans plusieurs études, hein, je vous ai cité les quelques études que j'ai repris, où vous avez l'ensemble des différents types, des différentes causes que l'on rencontre qui sont à l'origine des douleurs de la poitrine, et vous voyez que, effectivement, les causes cardiaques représentent à peu près 50% chez l'adulte, mais de 0 à 5% chez l'enfant, ce qui est relativement bas, alors que les causes musculo-squelettiques chez l'enfant représentent plus de 50% pratiquement en moyenne des causes à l'origine de douleurs thoraciques. Alors, quelles sont toutes ces douleurs que l'on entend? Qu'est-ce qui peut entraîner une douleur thoracique? On va voir que vous avez d'abord les douleurs dites intercostales ou pariétales au niveau de la paroi du thorax. Vous retrouvez effectivement les causes musculaires, les causes osseuses, les causes ou même
qui sont cartilagineuses. Vous avez d'abord des maladies qui sont des maladies plutôt de type rhumatismal que l'on retrouve notamment plutôt chez l'adulte. Ce sont les spondylarthrites ankylosantes ou autres. Deuxièmement, vous avez les douleurs qui sont des douleurs reportées des cartilages ou des côtes. Les douleurs musculaires qui peuvent être liées à des mauvaises positions qui peuvent entraîner des douleurs musculaires, voire même à des mauvais mouvements qui peuvent entraîner des élongations, voire des altérations musculaires. Les névralgies intercostales qui sont en fait des compressions nerveuses au niveau de la colonne vertébrale, mais qui vont se reporter au niveau du thorax. Le zona intercostal, alors le zona est à l'origine souvent de douleurs. Après, secondairement, on va avoir des lésions cutanées qui vont apparaître au niveau du thorax, mais au départ, on peut avoir seulement qu'une douleur thoracique qui apparaît. Et puis, parfois des fractures de côte qui, en fait, sont totalement passées inaperçues parce que le patient avait des fois eu, en fait, un coup ou un choc pour lequel il n'a pas obligatoirement fait un lien avec la douleur qui lui est apparue. Et en fait, lorsqu'on fait des radiologies, après, on va retrouver l'existence d'une fracture de côte. Ça, ce sont les principales douleurs que l'on rencontre. Autre type de douleur, et ce sont les douleurs cardiovasculaires, même si elles représentent que 50%, ce sont quand même la plupart du temps des douleurs qui nécessitent des soins urgents. Dans ces douleurs, vous avez le syndrome coronarien aigu. C'est celui qui est le plus connu, c'est celui dont on parle le plus. C'est un problème de santé publique, vous le savez, au niveau de la population. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau coronarien lorsque vous avez un syndrome coronaire aigu? Vous avez ici représenté les fameuses artères en rouge coronaires qui vascularisent le cœur. Et lorsque vous avez un bouchon qui se crée au niveau de cette artère, eh bien, toute la partie du cœur qui normalement est vascularisée par l'artère qui est bouchée, eh bien, ne vous inquiétez pas pour les sonneries, c'est les départs de véhicules. Vous avez, comme vous avez un bouchon au niveau de cette artère, eh bien, vous avez l'ensemble du muscle qui risque de mourir d'une ischémie et ensuite donc entraîner une nécrose, ce qui est le cas dans le cadre d'un infarctus du myocarde. Alors pourquoi en fait il y a une obstruction? Eh bien, vous avez ici, si vous voulez, un vaisseau coronaire qui est normal. Avec le temps et avec l'âge et avec certains facteurs de risque, vous avez ce que l'on appelle une plaque d'athérome qui vient obstruer progressivement et avec le temps cette artère coronaire. Cette plaque d'athérome va rétrécir le canal coronaire et en situation quotidienne, j'allais dire, et basale, lorsque vous ne faites pas d'effort, le sang est suffisant, le sang qui passe par cet espace rétréci est quand même suffisant pour arriver jusqu'au niveau du myocarde. Mais si vous faites un effort, le cœur va demander plus d'oxygène, donc nécessairement plus de sang, et vous allez avoir un manque d'oxygène au moment de l'effort, et ça entraîne une douleur qui survient par exemple à l'effort ou parfois la nuit. C'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Et le danger, c'est que au niveau de cette plaque qui est constituée, à un moment donné, il y a sous l'effet de la pression, sous l'effet de la vascularisation, qui est d'ailleurs très turbulente à ce niveau-là, il y a une petite altération, et quand la plaque est altérée, elle déclenche un processus de coagulation qui va entraîner la constitution d'un coagulat qui va venir boucher complètement le vaisseau. Et là, en fait, on est dans le cas de l'infarctus du myocarde parce que le vaisseau est complètement bouché. Et ça, c'est le syndrome coronarien aigu. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et vous comprenez bien qu'en fonction de l'importance et de la nature de l'artère qui est bouchée, l'évolution peut être parfois dramatique, soit avec un décès qui peut survenir très rapidement à cause d'un trouble du rythme, c'est pour ça que l'on utilise les défibrillateurs, soit un décès qui est plus tardif dans le cas d'une insuffisance cardiaque, parce que la partie majeure, une partie importante du myocarde s'est trouvée privée de sang. La deuxième cause d'origine cardiovasculaire, c'est l'embolie pulmonaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'embolie pulmonaire? En fait, c'est un bouchon qui provient donc d'un coagulat qui est constitué, lui, à l'intérieur des membres inférieurs. La plupart du temps, c'est souvent dans le mollet, au niveau des veines profondes. Et à un moment donné, ce caillot qui est constitué dans une veine profonde des membres inférieurs va traverser le cœur, arriver par la veine cave inférieure, traverser le cœur, passer de l'oreillette droite dans le ventricule droit et diffuser dans l'artère pulmonaire et va venir boucher une artère pulmonaire. Et naturellement, cette artère pulmonaire étant bouchée, elle ne peut plus amener le sang qui va normalement s'oxygéner. Et donc, il va y avoir un manque d'oxygénation de tout le sang.
Si l'artère pulmonaire qui est bouchée est toute petite, parce qu'elle est très périphérique, les effets sont parfois très peu importants. Par contre, si le caillot est gros et que c'est une grosse artère pulmonaire qui est bouchée, l'évolution peut se faire rapidement vers un arrêt cardiaque par un désamorçage cardiaque, parce que tout d'un coup, la pompe est bouchée, le sang n'arrive pas suffisamment au cœur et le cœur va finalement s'arrêter. Donc ça, c'est l'embolie pulmonaire. Autre cause, c'est la dissection de l'aorte. Vous en entendrez aussi parler. Excusez-moi de vous aborder ces pathologies, ces causes particulières, parce que c'est ce qui est important de comprendre pourquoi on traite de la douleur thoracique. Là, vous avez à gauche, vous avez une aorte qui est saine, et sur la droite, vous avez ici, à un moment donné, à l'intérieur, c'est un petit peu la tapisserie de l'aorte qui va se fissurer, et vous avez le sang qui va passer, j'allais dire, entre la tapisserie et le mur, et va décoller la tapisserie. Et on appelle ça donc une dissection de l'aorte, et ça va disséquer, ça va décoller l'intérieur du vaisseau. Alors, ça va créer effectivement un phénomène douloureux parce que les vaisseaux sont quand même bien innervés, mais le danger, finalement, c'est que toute cette zone-là qui est externe est par contre très peu épaisse et à un moment donné risque d'éclater. Et à ce moment-là, il y a une rupture de la dissection aortique et vous comprenez que si le saignement est important, ça peut entraîner une hémorragie interne gravissime avec un décès rapide du patient. Vous voyez que ici, vous avez l'aorte qui est représentée avec l'aorte thoracique qui est sous la forme d'une crosse qui arrive jusqu'ici aux artères rénales. Vous voyez en rouge foncé les dissections que l'on peut rencontrer. Vous voyez qu'on peut avoir des dissections qui sont localisées au niveau du début de la crosse aortique, mais on a parfois des dissections qui sont complètes jusqu'en bas au niveau des artères iliaques. Et vous comprenez bien que ces patients doivent être opérés immédiatement, sinon le risque c'est que ça explose, c'est qu'il y a une rupture de cet anévrisme avec une hémorragie interne, souvent cataclysmique, avec un décès très rapide de la victime. Autre pathologie qui n'est pas très loin, qui ressemble beaucoup à celle de la dissection aortique, c'est la rupture de l'anévrisme. En fait, c'est sur une zone d'une artère qui est située, la plupart du temps, c'est de l'aorte, d'une grosse artère qui est située à l'intérieur du poumon, à l'intérieur de la cage thoracique. Vous avez une dilatation qui se fait un petit peu comme les chambres à air de vélo ou de voiture qui, de temps en temps, font des espèces de hernies. C'est exactement la même chose. Il y a une zone de l'aorte qui est moins résistante, ça va faire une bulle, une hernie avec une élévation de la pression. Et là aussi, si la hernie devient très volumineuse, à ce moment-là, il risque d'y avoir une explosion de cette hernie et là aussi une hémorragie cataclysmique. Vous voyez que ces douleurs à la poitrine, en tout cas, qui sont liées à ces anévrismes, bien, les anévrismes peuvent se situer à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits, au niveau de l'aorte thoracique, mais aussi d'ailleurs au niveau de l'aorte abdominale. Mais là, on aborde donc les problèmes d'aorte thoracique. Vous avez d'autres lésions pour terminer, ce qu'on appelle la péricardite. En fait, il s'agit d'une inflammation du péricarde. Vous avez ici le cœur. Le cœur est entouré d'une membrane qui est double, que l'on appelle le péricarde. Et il arrive qu'il y ait parfois une infection et une inflammation de ce péricarde. Le risque, c'est que, vous le voyez ici, entre les deux feuillets du péricarde, il y a une accumulation de liquide. Et si ce liquide inflammatoire devient important, eh bien, il va comprimer le cœur. Et le cœur aura du mal à se remplir et vous allez avoir donc une insuffisance cardiaque et donc une détresse circulatoire. Et ça, c'est ce que l'on appelle une tamponnade, quand le cœur n'a pas suffisamment d'espace pour se remplir, puisqu'il est dans un espace qui est comprimé, puisque autant le cœur peut se dilater, le péricarde, lui, qui est autour, n'est pas extensible. Il y a juste les deux feuillets qui peuvent glisser l'un sur l'autre. Et enfin, pour terminer dans les causes cardiaques, vous avez la myocardite qui est carrément l'inflammation, l'infection du cœur, qui là aussi va donner des manifestations cardiaques et des douleurs thoraciques. Les myocardites, comme les péricardites, sont souvent de cause virale. Et on en a d'ailleurs vu pas mal pendant la période du Covid. D'autres douleurs qui sont des douleurs que l'on rencontre au niveau, mais qui sont d'origine digestive, ce sont les reflux gastro-œsophagiens. Vous avez peut-être, c'est assez fréquent, le reflux gastro-œsophagien dans la population. Qu'est-ce que c'est? Vous avez du liquide gastrique. Normalement, le liquide gastrique reste dans l'estomac. C'est un liquide, vous le savez, qui est acide. Et bien, si vous avez, pour une raison ou pour une autre, vous avez une fuite du liquide gastrique au niveau de l'œsophage, l'œsophage, lui, n'est pas fait pour supporter un liquide acide. Et ce liquide acide va brûler l'œsophage, ce qui va créer une douleur qui survient la plupart du temps après les repas et qui est augmentée notamment par la position allongée, puisque ça facilite le reflux. Enfin, et c'est un petit peu pareil, vous avez les dyspepsies. Enfin, je citerai les douleurs qui sont situées, elles,
qui sont ressentis au niveau du thorax, mais qui en fait siègent en dessous du diaphragme. Mais vous savez que le diaphragme remonte dans le thorax. Donc on est en dessus de la dernière côte, mais en dessous du diaphragme, on est pratiquement encore dans la région abdominale, on appelle ça la région thoraco-abdominale. Ce sont les coliques hépatiques, ce que vous connaissez comme les crises de foie, les cholécystites aiguës, c'est les problèmes vésiculaires, de la vésicule biliaire. Les appendicites, dans certains cas, sont mal positionnés, sont situés hautes derrière le foie et peuvent donner des douleurs d'origine thoracique. De même que les ulcères gastro-duodénaux ou les maladies du pancréas. Là aussi, la queue du pancréas est située haut dans l'abdomen et donc est très proche du diaphragme et peut donner des douleurs qui sont ressenties au niveau du thorax. Enfin, il ne faut pas méconnaître les problèmes d'origine psychologique qui créent de véritables douleurs. Les patients ressentent des douleurs lors de crises d'angoisse ou d'états dépressifs. C'est vraiment des véritables douleurs, des pesanteurs, des oppressions qui sont perçues par l'intime, mais dont l'origine peut être d'ailleurs liée à un trouble psychique, mais qui nécessite souvent d'ailleurs d'éliminer une autre cause avant de la définir comme étant une cause psychique. Donc vous voyez que les causes des douleurs thoraciques sont multiples. Il y a de très nombreuses causes, je n'ai fait que citer les principales, et d'où il est parfois difficile de savoir exactement ce qui se passe. Donc notre objectif, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, l'objectif pour nous, c'est au niveau de la première étape, et ça c'est l'action du secouriste, c'est-à-dire du bilan, et c'est le principal, c'est ce qui est le plus important dans la prise en charge d'un patient, c'est le bilan. Il va falloir rechercher tous les arguments qui sont en faveur d'une maladie qui peut engager le pronostic vital de la victime. Et on a vu que certaines maladies, comme les syndromes coronariens aigus, l'embolie pulmonaire, les dissections aortiques, les anévrismes aortiques, sont des douleurs thoraciques qui traduisent des maladies qui sont dangereuses et qui peuvent entraîner des détresses circulatoires et des décès rapides. Et ensuite, il faut aussi que l'on retrouve, grâce à notre bilan, tous les arguments qui vont nous permettre d'orienter la victime dans des filières de soins. Je vous rappelle qu'il y a des filières de soins particulières, les filières cardiovasculaires, donc notamment liées à l'infarctus du myocarde. Lorsque l'on a une suspicion d'infarctus du myocarde, on oriente directement le patient dans un service de cardiologie interventionnelle et pas aux urgences parce qu'on va perdre du temps. Lorsque l'on a une suspicion d'accident vasculaire cérébral, il faut envoyer la victime directement dans un service, dans ce qu'on appelle un stroke center, justement, parce qu'il est apte à prendre en charge immédiatement le patient et surtout à gagner beaucoup de temps dans la mise en œuvre du traitement. Et bien sûr, votre bilan, et lorsque vous allez prendre en charge ce patient, ça nous permettra ensuite de décider les gestes de premier secours nécessaires et à réaliser. Et vous verrez que vous les connaissez tous parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, de particulier ou de très spécifique à la douleur thoracique. Et toujours naturellement aussi, et on l'a vu, avec le risque important de détresse circulatoire et d'arrêt cardio-respiratoire, il est très important, bien sûr, d'être prêt, malheureusement, à toute évolution dramatique et à prendre en charge rapidement ce patient, car vous le savez, un infarctus du myocarde ou un début de maladie coronarienne peut entraîner des troubles du rythme, et que le trouble du rythme, vous savez qu'il peut être sauvé par la mise en œuvre d'une défibrillation précoce. Alors, ce fameux bilan, je vais reprendre le bilan, mais on va passer assez rapidement sur le bilan, mais il reste important, je vous l'ai dit, parce que c'est l'élément qui va récolter tous les arguments qui vont pouvoir faire imaginer peut-être à une douleur thoracique qui présente des risques particuliers ou d'origine cardiovasculaire, parce qu'on sait qu'elles sont beaucoup plus graves, et vont permettre une prise en charge et une orientation rapide du patient dans une filière de soins. Le bilan, il débute toujours par le bilan circonstanciel. Ce n'est pas parce qu'on prend en charge un malade qu'il n'y a pas de bilan circonstanciel. Le bilan circonstanciel, ce n'est pas que pour les personnes qui ont de la traumatologie. Ça précise la nature de l'intervention, les circonstances, pas forcément la présence de danger, mais quand vous êtes avec les personnes et ils vous racontent comment ils vivent, chaque personne a une vie personnelle. Je vous donne un exemple qu'on donne souvent au secours, c'est lorsqu'on intervient à domicile. Bon, c'est peut-être un petit peu plus pour les secours, pour les pompiers ou pour ceux qui font du réseau de secours. Mais des fois, quand on arrive à domicile, il ne suffit pas de voir le patient. Vous arrivez dans un domicile, vous arrivez dans un appartement qui est comme celui-ci. Déjà, ça vous donne une idée de ce que vit le patient et de sa vie. Vous rentrez dans l'intimité des patients. Parfois, ce n'est pas du tout cette situation que vous rencontrez, mais c'est plutôt celle-ci. Et vous voyez que là, on est dans une particularité parce qu'en même temps, vous voyez que va s'ajouter à la prise en charge de ce patient l'existence d'une détresse sociale avec une détresse psychologique derrière, et que tous ces facteurs peuvent être générateurs aussi de douleurs diverses et notamment de douleurs thoraciques. Donc, il est important de savoir dans quel cadre on va intervenir, et c'est l'objectif du bilan de circonstances. Deuxième étape, après avoir réalisé le bilan de circonstances, on rentre dans le bilan d'urgence vitale. Alors,
Vous savez que dans la nouvelle recommandation de la DGSCGC, puisqu'il y a des secouristes de diverses associations ce soir qui nous écoutent, on a parlé de différents regards. Pour ceux qui parlent encore de bilan d'urgence vitale, bilan complémentaire, vous avez le titre. Et pour ceux qui parlent de regard, vous avez les yeux qui sont en haut. Si vous avez un œil tout à l'heure, excusez-moi, vous avez un œil, c'est le premier regard. Et là, on rentre dans le deuxième regard, qui est la première partie du bilan d'urgence vitale pour nous. Vous savez qu'on va rechercher quoi? Ce qui tue en priorité, parce qu'il faut rechercher en priorité ce qui tue en premier pour mettre en œuvre les gestes de secours. Qu'est-ce qui tue en premier? Vous le savez, ce sont les hémorragies aiguës. Ici, il n'y aura pas forcément d'hémorragie aiguë, sauf que l'hémorragie, elle peut être à l'intérieur, mais on ne la verra pas par contre de façon extérieure. Deuxièmement, ce sont les pertes de connaissance, parce que la perte de connaissance va entraîner une obstruction des voies aériennes, et que cela peut être aussi le signe d'un arrêt cardiaque. Une douleur thoracique, on vous appelle pour une douleur thoracique, quand vous arrivez, la victime est déjà en arrêt cardiaque. Et donc, vous devez prendre en charge une victime qui a perdu connaissance. Vous libérez les voies aériennes, vous vérifiez si elle respire mal ou elle ne respire pas correctement ou elle ne respire plus. Vous êtes dans le cas d'un arrêt cardiaque, vous mettez en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire. Et si la victime est consciente et peut vous parler, eh bien à ce moment-là, vous lui demandez de quoi elle se plaint, qu'est-ce qui lui arrive, et vous allez analyser ce qu'on appelle la plainte principale de la victime. Pour argumenter mon propos et pour enjoliver tout ceci, on a créé une simulation qui est un cas concret. On va, en même temps que le développement du bilan, suivre un cas pratique. Un cas pratique qui a existé. On a pris un cas que j'avais personnellement vécu et que je vous ai décrit ici, ça qui va nous permettre d'avancer dans la prise en charge d'une victime qui présente une douleur thoracique. Voilà la situation dans laquelle une équipe de secouristes s'est retrouvée. Elle est intervenue pour une dame de 76 ans qui est avec sa fille. Cette dame est consciente, elle parle, elle s'exprime assez facilement malgré son essoufflement que l'on constate dès qu'on arrive, parce que quand elle vous parle, vous voyez qu'elle est essoufflée. Et elle dit, je ne suis pas très bien, je suis très fatiguée, j'ai mal à respirer, mais je suis surtout très fatiguée. Et puis elle dit, j'ai comme une pesanteur à la poitrine et j'ai du mal à respirer. Voilà, ça c'est quand vous lui demandez qu'est-ce qui vous arrive, de quoi vous plaignez-vous, voilà ce que vous dit la dame. Elle vous dit, je suis fatigué, j'ai comme une sensation d'oppression à la poitrine, je suis gêné pour respirer. Que faites-vous? Alors, on vous donne 4 propositions. Vous lui proposez de s'allonger. Vous lui demandez de s'asseoir et vous l'informez que vous allez appeler le centre 15. Vous lui proposez de s'asseoir ou de s'allonger pour pouvoir l'examiner. Ou vous demandez à sa fille de vous laisser seul. Voilà, alors on laisse 2 minutes, 3 minutes ou 1 minute. Alors, étonnamment, on a ça va très vite, 1% de personnes qui nous disent « je demande à sa fille de nous laisser seul », qui est passé à 0%. Mais on a 2 personnes qui l'ont donné. Je propose de s'asseoir ou de s'allonger pour pouvoir l'examiner, on est à 52%. 36% nous disent « je lui demande de s'asseoir et je l'informe que je vais alerter le centre 15 ». Et 11% nous disent qu'ils préfèrent lui proposer de l'allonger. D'accord, alors, la meilleure des solutions, on va dire, parce qu'il n'y a jamais, en médecine, il n'y a jamais rien qui est parfait. La meilleure des solutions, c'est d'abord effectivement de lui proposer de s'asseoir ou de s'allonger. Au départ, on ne sait pas trop ce qu'elle a, donc il faut quand même que vous puissiez réaliser un bilan. Pour ça, il faut la mettre au repos en lui proposant effectivement de s'asseoir ou de s'allonger, en particulier si elle est debout. Si elle est déjà allongée ou si elle est déjà assise, c'est parfait. Vous allez pouvoir l'examiner. On n'appelle pas de suite le centre 15, parce que pour appeler le centre 15, il faut quand même avoir fait un bilan. Et dans ce cas-là, ici, dans la quatrième solution, on me demande à sa fille de nous laisser seule. Ça, en règle générale, il faut garder la famille avec la victime. Vous le savez, c'est d'ailleurs beaucoup moins angoissant pour la famille et pour la victime de garder les proches à proximité et d'être totalement transparent sur ce que vous allez réaliser. Donc là, on est dans le processus du bilan. Une fois qu'on lui a demandé de s'allonger ou de se mettre à un endroit où on est calme et on va pouvoir l'examiner, on va examiner cette victime. Et vous allez rechercher, et vous êtes dans le 3e regard, et bien on va rechercher l'existence d'une détresse. Vous allez rechercher d'abord s'il existe une détresse respiratoire. Là, on ne mesure rien, on fait juste que la regarder, l'interroger, éventuellement toucher. Je vous rappelle que les manifestations d'une détresse respiratoire, c'est une personne qui a du mal à respirer, qui dit qu'il s'étouffe. Vous constatez qu'elle a une respiration qui peut être rapide ou difficile ou ample, alors qu'habituellement, on ne voit pas une personne respirer.
Voilà, et puis vous pouvez voir les conséquences de la détresse respiratoire qui peuvent se traduire notamment par un aspect bleuté de la peau au niveau des oreilles, au niveau des ailes du nez, au niveau des doigts, et puis des sueurs qui traduisent notamment la difficulté respiratoire. Ça peut être une détresse circulatoire, c'est en règle générale, lorsque la détresse circulatoire est bien installée, on a un sujet qui est pâle, qui est froid quand on le touche. C'est une personne qui est très fatiguée ou qui parfois même qui dit « je vais mourir ». Et lorsque vous la touchez, elle est habituellement froide et sèche. Et lorsque vous essayez de prendre le pouls, on a souvent du mal à percevoir le pouls radial. Des fois, d'ailleurs, on ne le perçoit pas du tout, alors qu'encore, on perçoit un pouls carotidien, ce qui traduit d'ailleurs une baisse de la pression artérielle. Troisième cas, il peut s'agir d'une détresse neurologique, c'est-à-dire avec une personne qui a du mal à s'exprimer, voire même s'exprime difficilement, ou a des propos qui sont totalement inadaptés et qui traduisent une désorientation complète du patient dans le temps, dans l'espace, voire parfois même avec une impossibilité de bouger un membre ou de bouger une jambe ou de bouger un membre supérieur. Donc voilà, donc vous allez rechercher les signes de détresse vitale en examinant les fonctions vitales. Pour l'instant, je n'ai fait ça que avec mes yeux, avec ma parole, parce que je pose des questions en même temps en lui demandant est-ce que vous avez du mal à respirer, est-ce que vous avez chaud, est-ce que vous avez froid, en touchant la victime, vous pouvez savoir si elle est chaude ou si elle est froide, et puis vous faites ça avec vos mains aussi, donc vous n'avez rien mesuré pour l'instant. C'est ce qu'on vous demande de faire lorsque vous effectuez votre troisième regard, c'est-à-dire la deuxième partie du bilan d'urgence vitale. Je reviens à ma victime, vous avez fait votre recherche de détresse vitale. La victime, elle a du mal à respirer, mais ça vous l'avez déjà dit d'ailleurs dès le début. Elle est légèrement pâle, ce n'est pas une pâleur franche. Hein. Vous constatez un aspect un peu bleuté. C'est pas, je vous assure, pour l'avoir vu, cette patiente, ce n'était pas l'aspect bleu que l'on a. Elle est un peu quand même bleutée au niveau du lobe des oreilles et des extrémités des doigts. Elle est parfaitement consciente, je vous l'ai dit, elle ne présente pas du trouble du comportement, elle est totalement adaptée. Elle n'est pas couverte de sueur. Et quand vous percevez le pouls, vous percevez le pouls radial et ce pouls est régulier. Voilà. Donc, on est dans le cas d'une douleur thoracique ici, mais qui se manifeste par une sensation, en fait, d'oppression au niveau thoracique chez cette personne âgée qui est un peu, donc, qui est un peu fatiguée, mais vous constatez quand même ces manifestations-là. Donc, ma question est la suivante, qu'est-ce que vous devez faire? Vous êtes à l'issue, donc vous avez terminé votre bilan d'urgence vitale, vous devez lui administrer de l'oxygène, ou l'installer en position demi-assise, ou mesurer la fréquence cardiaque et la pression artérielle au de bras, ou l'installer en position assise, lui administrer de l'oxygène et mesurer sa fréquence cardiaque, la pression artérielle et la SPO. On a une légère majorité de 84%, 85-84% de personnes qui disent l'installer en position demi-assise, lui administrer de l'O2, mesurer la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la saturation. Bah c'est bien. Hein. L'installer en position demi-assise, en tout cas, il faut lui proposer, si elle n'est pas installée déjà en position demi-assise ou allongée, et en tout cas, il faut l'installer dans la position où elle se sent le mieux. Là. Surtout dans les maladies cardiovasculaires, c'est souvent la position est importante, et la victime va toujours rechercher la position où elle se sent le mieux, aussi bien pour respirer qu'une sensation générale. Deuxièmement, vous constatez quand même que vous avez une victime qui est essoufflée, vous avez des manifestations qui traduisent une détresse respiratoire, c'est ce début de cyanose que vous avez au niveau des extrémités, qui traduit certainement une baisse de la SPO2, et donc, dans le cadre d'une détresse respiratoire, il faut administrer de l'oxygène. Alors, on n'a pas encore mesuré la SPO2, ça va venir, hein, on n'a pas encore mesuré la SPO2, c'est vrai que là, je vous fais les choses les unes après les autres, en équipe, des fois, on fait les choses en même temps. Et puis, bien sûr, il faut poursuivre. Maintenant qu'on a examiné les fonctions vitales, il faut les mesurer. Et là, vous allez mesurer votre fréquence cardiaque, la pression artérielle, la SPO2. Et c'est donc l'étape suivante, c'est le quatrième regard. Cela correspond à la dernière partie du bilan d'urgence vitale. On va mesurer la fréquence respiratoire, mesurer la fréquence cardiaque. Vous allez mesurer la SPO2 et la pression artérielle. Et en même temps, bon, c'est assez facile dans notre cas, puisque si vous mesurez l'état de conscience, vous avez une personne qui est parfaitement consciente, donc qui est parfaitement éveillée. En même temps, bon, il n'y a pas de trouble neurologique, mais vous pouvez, s'il y a des troubles neurologiques, mesurer rapidement une glycémie. La glycémie, vous pouvez la mesurer plus tard. En tout cas, là, ce qui est important de réaliser, c'est fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, SPO2, pression artérielle. Pour le VDA, c'est assez facile puisque la victime, elle vous parle et elle vous répond. Et ce sont vraiment les éléments principaux qu'on va mesurer dès le début, les paramètres physiologiques qu'il faut très rapidement avoir une fois que vous avez recherché cliniquement une détresse vitale. Il faut quand même pouvoir la mesurer. Parce que des fois, vous pouvez avoir des manifestations de détresse qui n'existent que sur la mesure.
Hein, je donne souvent l'exemple de la détresse circulatoire dans l'hémorragie interne, où vous avez seulement une fréquence cardiaque qui est élevée, qui est à 100 et qui reste à 100 en permanence, et qui est souvent le début d'une détresse circulatoire, alors qu'il n'y a pas encore d'autres signes. Voilà le résultat, puisque je suis parti toujours sur un exemple. Hein. Voilà le résultat de cette dame de 76 ans qui a un peu de mal à respirer, qui est parfaitement consciente, je vous le rappelle, qui a un aspect bleuté au niveau des extrémités. Elle a une fréquence cardiaque qui est à 100 par minute. Elle a une fréquence respiratoire qui est à 20 par minute, donc les fréquences cardiaques et respiratoires qui sont un peu accélérées. Une pression artérielle systolique à 110 et diastolique à 80 mm de mercure. Une SpO2 à 92 et vous mesurez la glycémie qui est à 1 g/c. Et donc ma question, il faut lui administrer de l'oxygène à un débit de 9 à 15 litres minute, puis adapter le débit en fonction de la SpO2 de la consigne médicale. Il faut administrer de l'oxygène à un débit de 2 à 3 litres minute, ou il faut administrer de l'oxygène à un débit de 3 à 9 litres minute, puis adapter le débit en fonction de la SpO2. On n'a pas fait des questions difficiles parce que c'était le premier séminaire. Les autres séminaires, ça sera beaucoup plus dur, hein, je peux vous le dire. Hein. Puis il nous reste déjà plus que 20 minutes, donc on est dans les temps. Ça passe très vite. Merci pour toutes les questions, on y reviendra à la fin. Alors, on a 89% de personnes qui nous disent qu'il faut administrer de l'O2 à un débit de 9 à 15 litres par minute, puis adapter le débit en fonction de la SpO2 et de la consigne médicale. Voilà, c'est ce que l'on a écrit dans les recommandations. C'est 9-15 litres minute dès le début et ensuite on adapte à la SpO2 et éventuellement à la consigne médicale. Pourquoi? Parce que dans le cas des douleurs thoraciques, il se peut que la consigne médicale, on vous dise, tant que la victime n'a pas plus de 90 ou plus de 92, vous n'administrez pas d'oxygène. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est surtout pour les douleurs thoraciques d'origine cardiovasculaire et particulièrement cardiaque. Là, on ne sait pas encore. Donc, on applique, nous, la recommandation générale. Le médecin, ensuite, une fois que vous l'aurez raconté toute l'histoire, on va continuer, pourra adapter éventuellement le taux d'oxygène ou la quantité d'oxygène que vous administrez à la patiente. Mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est ce qu'il vous faut faire. Maintenant, dans le bilan complémentaire, et vous êtes dans le 4e regard, il va falloir demander à la victime de nous raconter l'histoire de cette maladie. Ça veut dire quoi, l'histoire de la maladie? Racontez-moi depuis quand ça a commencé, et moi racontez tout dans le détail, ce qui s'est passé, ce que vous avez senti, ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, l'histoire de la maladie. Ça a duré depuis 10 minutes ou ça fait 2 jours que ça dure? Comment ça s'est passé pendant ces 2 jours? On appelle ça l'histoire de la maladie. Quand c'est un traumatisme, on parle du mécanisme de l'accident. Quand c'est de la maladie, il faut raconter l'histoire de ce qui se passe. Racontez-moi. Donc, voilà, on va demander à cette victime, racontez-moi tout ce qui s'est passé depuis le début. Et voilà ce que vous dit la personne. Ben, ça a commencé il y a 1 ou 2 jours, donc vous voyez que ce n'était pas maintenant hein, que ça s'est passé. Ce n'est pas dit il y a 10 ou 15 minutes ou il y a 1 heure. Ça fait 2 jours que ça a commencé. Au début, elle s'est sentie oppressée, puis de plus en plus, ça s'est aggravé parce qu'elle a dit j'ai eu une petite gêne à la poitrine qui était de plus en plus importante. Et puis du coup, après, j'avais même du mal à m'allonger. J'étais obligé de dormir la nuit dernière avec 2 coussins sous la tête. Donc, ça montre déjà la difficulté respiratoire et la position déjà la position allongée qui est difficile pour cette patiente. Cela ne s'améliore pas. Je pense d'ailleurs que ça s'aggrave et ma fille, elle était inquiète et c'est pour ça qu'on vous a appelé. Donc, vous voyez, vous avez une aggravation progressive qui se fait depuis 2 jours. Les personnes autour ou la victime commencent à s'inquiéter et à ce moment-là, en plus de douleur thoracique, on dit souvent à la télévision, douleur thoracique, il faut appeler le 15 ou le 18 et donc on appelle les secours. Voilà ce qu'elle vous dit. Ça, c'est l'histoire de la maladie. Qu'allez-vous faire maintenant? Rechercher les antécédents, examiner la victime, analyser les plaintes ou transmettre le bilan? Alors, 64% des personnes nous disent qu'ils recherchent les antécédents, 24% transmettent le bilan, 9% analysent les plaintes et 4% examinent la victime. Alors, qu'est-ce que tu as mis en premier, toi? 63%, je cherche les antécédents. Ah, alors il fallait répondre, j'analyse la plainte. Pourquoi? Parce que le MHTA, les antécédents, il se fait après le PQRST. Donc, on va chercher le PQRST, c'est-à-dire on va rechercher cette douleur. Elle nous parle de cette douleur qui s'aggrave depuis quelques jours. Donc, maintenant, il va falloir lui demander tout le détail de cette douleur. C'est le PQRST. Si vous avez mis transmettre le bilan, ce n'est pas forcément faux, parce que si vous pensez qu'il y a une détresse respiratoire avérée, on pourrait dire on va appeler aussi la régulation pour transmettre le bilan.
d'autant plus que des fois, il y a un délai à l'alerte ou à la réponse, donc du coup, vous pouvez déjà commencer. Mais en tout cas, il va falloir donc analyser plus précisément cette plainte. Bien sûr, il va falloir aussi débuter, il va falloir aussi rechercher les antécédents. C'est vrai que des fois, on recherche des antécédents avant les plaintes. Ce n'est pas une erreur, dans la mesure où ça va se jouer à quelques secondes près. C'était pas trop, même si vous avez répondu antécédent ou bilan, c'est pas forcément faux. En tout cas, on va faire ce que vous connaissez bien par le PQRST. Vous le connaissez la plupart du temps tous. On va le faire assez rapidement. Analyser la plainte, c'est de répondre à la question, cette douleur, elle a été provoquée par quoi? Et donc, il faut lui demander, depuis quand est-ce qu'elle est apparue, cette douleur, cette pesanteur? Qu'est-ce que vous faisiez quand elle est apparue? Est-ce qu'elle est apparue à l'effort, au repos, la nuit? Est-ce qu'elle s'est aggravée? Est-ce que cette douleur, cette plainte, elle est provoquée par la respiration? Ça, c'est important. Dans les douleurs thoraciques, est-ce que la position modifie la douleur? Est-ce que la respiration modifie la douleur? On va voir que certaines douleurs, notamment des douleurs pulmonaires, notamment si vous avez des infections pulmonaires, si vous avez des douleurs qui sont liées à des affections pleurales, voire aussi des douleurs liées à des anévrismes, eh bien, ces douleurs sont parfois augmentées par la respiration. La deuxième question, c'est de qualifier la douleur. Je vous ai dit que quand on parlait de douleur thoracique, elle pouvait prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme de pesanteur, d'oppression. Là, il vous faut utiliser le terme que vous décrit la victime. La victime, elle vous dit, ça me pèse, ça m'opprime, ça me serre, c'est lourd. Il faut redécrire, il faut utiliser les mêmes mots que vous dit la victime. C'est beaucoup plus simple pour nous de comprendre. Ça peut serrer, ça peut être lourd, ça peut brûler. Notamment, on retrouve bien ces brûlures gastriques, ces brûlures thoraciques que l'on a en position allongée après un bon repas ou après avoir mangé, qui sont assez caractéristiques des reflux gastro-œsophagiens. Interroger ensuite la victime, c'est essayer de savoir quelle région. Il faut bien préciser à quel endroit dans le thorax vous avez mal. Le thorax, c'est quand même grand. Vous pouvez avoir une douleur qui est centrale, vous pouvez avoir des douleurs qui sont plutôt latérales, vous pouvez avoir des douleurs qui sont situées au niveau du cou ou en bas, et puis ensuite, la douleur peut irradier, peut aller dans différents endroits. Là aussi, il faut le faire préciser. Vous avez des douleurs qui vont dans les épaules, dans les bras. Vous avez des douleurs qui vont plutôt dans le bras à gauche, parfois à droite, parfois dans le cou ou dans les dents. Donc, il faut essayer de bien repréciser si cette douleur reste à un endroit, à quel endroit elle est, et est-ce qu'elle migre, est-ce qu'elle va à d'autres endroits, parce que ça peut nous aider aussi pour orienter la nature de cette douleur vers une cause particulière. On vous demande aussi de l'analyser. Alors, lorsqu'il y a une douleur réelle qui est ressentie, c'est assez facile d'effectuer une mesure en utilisant donc une échelle d'évaluation de la douleur, comme l'échelle que vous connaissez bien de 0 à 10, qui est une échelle donc d'auto-évaluation de la douleur qui peut être verbale ou ici visuelle. Il y a d'autres, je ne vais pas y revenir sur les différents moyens qui sont utilisés pour évaluer la douleur, vous les connaissez, ils sont bien décrits dans tous nos guides, mais en tout cas, si vous avez une douleur réelle, il va falloir demander à la victime de l'évaluer, en tout cas pour avoir une évaluation de départ. Les oppressions, les sensations sont souvent cotées par la victime par des douleurs qui sont très modérées, voire aux alentours de 0 et de 1, parce que pour eux, ce n'est pas de véritables douleurs, mais il faut quand même considérer que c'est une véritable douleur. Je vous rappelle ou vous dis que les douleurs cardiaques de type infarctus du myocarde sont fréquentes chez le sujet, notamment chez l'homme. Par contre, chez la femme, et notamment chez les diabétiques, les douleurs ne sont pas souvent évidentes et elles sont souvent sous la forme de sensations de pesanteur, beaucoup plus que sous la forme d'une véritable douleur. Il faut savoir aussi exactement à quel moment la douleur est apparue. Est-ce qu'elle est permanente ou est-ce qu'elle s'en va ou est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle bouge en fonction, je vous l'ai dit, dans la position? Est-ce que vous aviez mal hier, puis ça a disparu, la nuit, il n'y a pas de douleur, et puis la douleur, elle revient le matin quand vous vous réveillez? Tout ça, il faut bien faire préciser la chronologie dans le temps de l'apparition ou de la disparition de cette douleur. C'est tout votre PQRST. Et ça, c'est primordial lorsque vous allez transmettre un bilan sur une douleur thoracique. Il faut analyser correctement cette douleur, cette analyse de la plainte. Elle doit être réalisée avec votre PQRST. Attention à des termes que vous pouvez entendre. Douleur typique, douleur atypique. La Société européenne de cardiologie a bien demandé de ne pas utiliser ces termes-là. Les douleurs typiques, cette douleur que l'on veut, qui veut décrire la douleur de l'infarctus, ça fait mal à la poitrine, ça serre, ça vous serre comme dans un étau, ça irradie dans les membres supérieurs, surtout à gauche, ça irradie aussi dans le cou, voire dans les dents.
c'est l'infarctus du myocarde. C'est vrai que ça peut être comme ça, mais vous avez des dissections aortiques qui donnent les mêmes symptomatologies et ce ne sont pas des infarctus du myocarde et ce n'est pas le même traitement. Donc, il faut mieux parler, de bien décrire sa douleur, de bien dire les mots qui sont utilisés par le patient plutôt que d'essayer de donner une étiquette à la douleur qui est décrite par la victime. Alors voilà, donc, revenons à notre patient. Il y a 15 jours, la victime vous dit qu'elle a fait une chute de sa hauteur à son domicile et elle est tombée sur l'épaule et la hanche. Ça se fait en vous interrogeant. C'est au moment où vous faites le PQRST qu'elle vous sort ça. C'est le moment que je l'ai interrogé pour analyser sa plainte que la victime me dit en fait, il y a 15 jours, je suis tombé. Bon, d'accord. Et je suis tombé sur l'épaule et sur la hanche. Et puis, elle est tombée certainement aussi sur la jambe parce qu'elle a dû se tordre la cheville, ça c'est ce qu'elle vous dit. Et l'oppression de la poitrine, quand même, a débuté il y a 2 ou 3 jours. Donc, c'est pas il y a 15 jours. Hein. Elle a chuté il y a 15 jours, mais là, il y a 2 ou 3 jours qu'elle a mal à la poitrine. Ça lui fait de plus en plus mal, elle a du mal à respirer. Elle évalue la douleur à 3 ou 4 sur 10. C'était pas très élevé comme douleur. Voilà. Et c'est une douleur qui est à peu près permanente, qui augmente en intensité depuis 2 à 3 jours, jusqu'à s'associer à une détresse respiratoire, une difficulté respiratoire qui est perçue et qui a motivé l'appel des secours. Voilà. Voilà ce que vous dit la victime. Alors maintenant, j'ai fait mon PQRST. Ma question, c'est je recherche les antécédents, j'examine la victime, j'analyse les plaintes, je transmets le bilan. C'est exactement les mêmes réponses que tout à l'heure. Alors, on a 50% de personnes qui nous disent « j'examine la victime », 26% « je recherche les antécédents », 10% « j'analyse les plaintes » et 16% « je transmets le bilan ». Bon, c'est pas mal. Alors, en fait, après avoir recherché le PQRST, il faut faire le MHTA. On est dans le cadre de l'interrogatoire, tout ça. Donc, on est toujours en train de parler à la victime. Et en même temps, on va lui demander, qu'est-ce que votre douleur elle associe? Vous avez fait tout le tour de votre douleur. Maintenant, est-ce que vous avez des maladies connues? Et à ce moment-là, vous allez enclencher sur votre MHTA. Hein, on est dans le cadre donc, du bilan. Hein, c'est le bilan tel qu'on l'enseigne. Mais en tout cas, c'est celui que vous devez avoir dans la tête. Et je vous rappelle que dans le MHTA, cette année, on a ajouté les facteurs de risque. Et là, ils prennent toute leur importance dans la douleur thoracique. Hein. Les maladies antérieures connues, les hospitalisations récentes, si vous avez été hospitalisé, on vous a hospitalisé pourquoi? À quel endroit? Est-ce que vous prenez des traitements? Lesquels? Est-ce que vous avez les ordonnances? Prenez la photo de l'ordonnance. Ça vous évite de recopier les noms compliqués souvent des médicaments. Est-ce que vous avez des allergies connues? Et puis, dans les facteurs de risque, les exemples de facteurs de risque que l'on peut rencontrer et qui sont importants dans la douleur thoracique, les hypertensions artérielles familiales, les hypercholestérolémies, parce que ce sont des facteurs de maladies cardiovasculaires, la sédentarité, le tabac, bien sûr, le stress, le surpoids, tout ça sont des facteurs qui sont des facteurs notamment qui peuvent aggraver ou être à l'origine de maladies cardiovasculaires et il faut les rechercher dans votre bilan. Donc voilà, là on a fini l'interrogatoire, j'allais dire, vous êtes, votre patiente me dit, je fais de la tension, elle est hyper tendue. Elle a fait aussi une infection pulmonaire au moment du Covid. Et on l'a amenée à l'hôpital, on l'a mis sous oxygène, mais ça s'est bien passé, elle est sortie. Elle prend des médicaments. Alors, bien sûr, les médicaments, je vous donne les médicaments qu'elle prend, parce que c'est comme dans la vraie vie, c'est comme ça. Tarca, 180 mg le matin, glucophage à 500, 2 fois par jour. Vous ne connaissez pas forcément le nom des médicaments. Enfin, le Tarca, pour savoir, le Tarca, c'est un antihypertenseur. C'est normal, elle est hypertendue à son traitement. Le glucophage, c'est un médicament de lutte contre le diabète. Donc, il y a certainement aussi un diabète, mais ça, elle ne me l'avait pas dit dès le départ, mais je le comprends avec le glucophage. Elle ne présente pas d'allergie. Des membres de sa famille font de l'hypertension artérielle. Son père est décédé d'un infarctus. Alors, elle me dit d'un infarctus du myocarde, le terme qu'elle a utilisé. Elle n'a jamais fumé, mais elle présente un peu de surpoids et elle fait un peu du cholestérol. Mais le docteur, il m'a dit que ce n'était pas le mauvais. C'était le mauvais et le bon cholestérol. C'est souvent ce qu'il a dit. En tout cas, voilà ce qu'elle vous dit. Et donc, ma question est, qu'est-ce que je fais maintenant? Je transmets le bilan secouriste, je poursuis le bilan et j'examine la victime à la recherche d'autres signes, je transporte la victime aux urgences ou je laisse un peu la victime se reposer parce qu'on l'a fatiguée. 76% nous disent transmettre le bilan, 23% poursuivre et examiner la victime à la recherche d'autres signes, et 1% transporter la victime aux urgences et 0% laisser la victime se reposer. D'accord, ok. Donc on est plutôt sur le 1 et le 2. Alors, ce qui est important de faire, et si je vous le dis, c'est parce que dans ce cas-là, c'est important de le faire. N'oubliez pas que dans l'examen d'une victime, on interroge la victime, on analyse les plaintes, on interroge la victime, on recherche les antécédents et les facteurs de risque, et on examine la victime. La victime se plaint d'une douleur thoracique, il faut aller voir là où elle a mal. C'est important. Lorsque vous prenez en charge un blessé, s'il y a des lésions,
vous allez regarder pour retrouver la fracture, l'entorse, la luxation, etc. J'ai mal à la jambe, vous allez voir la jambe pour voir s'il n'y a pas une déformation. C'est la même chose lorsque vous prenez en charge un malade. On peut avoir des lésions cutanées quand on est malade, il ne faut pas forcément avoir un traumatisme. Donc, il faut aller rechercher. Or, donc, il faut poursuivre le bilan et examiner la victime. Si vous l'avez transmettez le bilan, vous avez raison aussi. En tout cas, commencez déjà à faire le 15 pour transmettre votre bilan, parce que déjà, il va falloir qu'on vous réponde et vous avez entre-temps largement le temps d'aller examiner la victime et de regarder. Mais il y a deux éléments. C'est que, la victime, elle vous dit qu'elle a mal à la poitrine et elle a d'autres choses. En effet, vous allez examiner le thorax pour rechercher des lésions. Note attention, les lésions cutanées. Il peut y avoir des lésions cutanées sans accident. Si je vous donne l'exemple, dans les anaphylaxies, vous avez des taches cutanées ou ce qu'on appelle des macules, des lésions cutanées qui apparaissent et elles ne sont pas post-traumatiques. Mais donc, il faut quand même les voir pour les retrouver. Et puis, rechercher d'autres lésions aussi associées, mais ici, il fallait surtout l'examiner. Alors, l'examiner, pourquoi? Et je vais vous donner l'exemple. Voilà ce que j'examine. Je regarde, elle me dit j'ai mal à la poitrine. Je regarde sa poitrine. Puis bon, je m'aperçois qu'elle a un hématome, effectivement. Elle a un hématome à l'épaule et à la hanche. Bon, elle est tombée il y a 15 jours. Et cet hématome, il est jaune en plus. Donc, c'est vraiment un hématome qui est vieilli. Elle s'est fait un bleu, comme on dit. Bon, le bleu qui est devenu jaune, puisque les bleus, vous savez, ils deviennent vert, jaune, et puis ensuite, ils disparaissent. Je constate qu'elle a une cicatrice de l'abdomen. Je dis, tiens, on vous a opéré. Elle me dit, oui, on m'a fait la totale. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la totale, en fait, c'est les hystérectomies. C'est-à-dire, on enlève l'utérus, mais ça, c'était il y a longtemps, mais du coup, elle ne m'en avait pas parlé. Et puis, par contre, quand je regarde, n'oubliez pas qu'elle m'avait dit qu'elle s'était cassée la cheville, enfin, qu'elle pensait qu'elle avait la cheville tordue. Mais c'était tordu la cheville. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde la jambe. Et voilà la jambe qu'elle avait. Vous constatez une jambe qui est augmentée de volume, avec un bleu important. Et quand je touche la jambe, c'est quelque chose qui est brûlant, qui est très chaud, et en plus, ça lui fait mal quand je la touche. Et ça, c'est nouveau, parce qu'elle ne m'avait pas parlé au départ de cette violente douleur qu'elle avait au niveau du membre inférieur. Et là, à ce moment-là, puisqu'en plus j'avais cette douleur thoracique, je demande à ce qu'on prenne la pression artérielle haut de bras, et je prends le pouls haut de bras pour voir s'il y a une différence entre les deux. Il n'y avait pas de différence, le pouls était symétrique des deux côtés, il y avait une légère différence de 10 mm de mercure, mais c'est pratiquement rien. Donc il n'y avait pas d'asymétrie, en tout cas, au niveau de la perception du pouls et au niveau de la pression artérielle. Par contre, j'ai un élément important ici, c'est que j'ai quand même une lésion importante au niveau du membre inférieur. On verra pour la fin, pour savoir finalement ce qui se passait. Voilà, et donc là, que faire? 1, transmettre le bilan secouriste. 2, demander la dernière ordonnance et les résultats des examens récents. 3, enregistrer, transmettre le CG et transmettre le bilan secouriste. 4, préparer le transport de la victime vers l'hôpital. Le sujet est très intéressant et puis on voit que c'est un petit peu au coude à coude sur les deux réponses, le top 2. Le top 1, déjà, c'est transmettre le bilan secouriste à 47%. 28% disent enregistrer et transmettre le CG et transmettre le bilan secouriste. Et 21% nous disent de demander la dernière ordonnance et les résultats des examens récents. Et 20h29, en 1 minute, on finit les 20 slides de plus. Non, merde, on va aller. C'est hyper passionnant, donc c'est intéressant. Alors, en fait, ceux qui ont répondu le 1 ont raison. Traditionnellement, il faut transmettre le bilan. C'est à ce moment-là qu'on va transmettre le bilan. Mais là, ce qui serait aussi intéressant, si on pouvait le faire d'emblée, c'est d'enregistrer un ECG. Enregistrer un ECG et transmettre le bilan secouriste. En tout cas, il faut transmettre le bilan, c'est maintenant qu'il faut le transmettre. Et j'espère que dans l'avenir, dans ces cas-là, en tout cas, si vous avez une équipe secouriste qui est seule et que l'on a la possibilité d'enregistrer et de transmettre un ECG, c'est intéressant de pouvoir le faire, d'autant plus que l'on n'a pas d'équipe médicale qui arrive sur les lieux. Si on a une équipe médicale qui arrive, elle le fera quand elle arrivera. Mais en tout cas, ça, c'est intéressant. Bien que vous savez que la réglementation le permet, notamment pour certaines catégories de secouristes qui sont les sapeurs-pompiers, mais que ça reste quand même sur des indications médicales. Donc, la réponse que je donne ici, elle n'est pas forcément juste d'ailleurs, mais ça fait rien. C'est ce que j'aimerais en tout cas dans l'avenir. En tout cas, il faut transmettre le bilan secouriste, oui. Et si vous avez des appareils à ECG, c'est à ce moment-là qu'il va falloir effectivement enregistrer et transmettre un ECG. Voilà, et donc on est dans la dernière phase de bilan, c'est les scores, c'est-à-dire que je vous ai parlé de l'évaluation des pouls et puis l'enregistrement et la télétransmission de l'ECG. Je vais rester là-dessus sur l'ECG, je ne vais pas vous parler effectivement de l'ECG en lui-même puisque on verra effectivement vraisemblablement
je crois qu'on le fera après dans une formation de formateur, mais comment enregistrer et transmettre des ECG. Mais je vais juste vous aborder un problème ici qui est, alors attendez, je me suis trompé, c'est ici, voilà, l'électrocardiogramme, hein, c'est quelque chose que vous allez enregistrer. Ça a globalement se passer, qui est représenté ici avec un PQRST. Hein. Si vous ne savez pas d'où vient le fameux PQRST du bilan secouriste, hein, c'est parce qu'en fait, finalement, c'est aussi PQRST dans le CG. C'est comme ça que l'idée nous est venue d'utiliser PQRST dans le bilan secouriste, parce que c'est exactement la même chose dans le CG. Mais alors, vous voyez qu'il y a des formes d'ondes, en fait. Pourquoi? Parce que si on met, par exemple, une électrode qui est située là, vous voyez l'onde électrique qui est située en haut, va transiter dans les oreillettes, et comme l'électrode qui est située en bas voit l'onde se rapprocher vers elle, ça donne une déflexion positive à l'ECG. Vous avez ensuite une deuxième déflexion positive à l'ECG parce que l'onde continue au niveau des ventricules et que l'électrode voit l'onde vers elle, qui s'approche vers elle, donc vous avez une déflexion positive. Après, l'onde, elle va partir sur les côtés. Elle va partir sur les côtés et à ce moment-là, l'électrode voit l'onde s'éloigner et elle a une déflexion qui est négative. Et après, il y a une repolarisation cardiaque dans le CG et c'est ce que vous appelez l'onde qui est T, l'onde qui est positive, qui est la repolarisation donc, cardiaque. Voilà pourquoi vous avez cet aspect en PQRST. Et si l'on regarde en fait un ECG normal, vous retrouvez effectivement dans votre ECG, ici, je l'ai là, ici vous retrouvez ici votre P, votre onde P, votre complexe QRS et votre onde T de l'ECG. Voilà. Eh bien, en fait, finalement, pour terminer avec l'histoire de notre patiente, j'ai perdu mon petit truc. Attendez, je sais, essayer de trouver quelque chose. Voilà. Alors, effectivement, quand on a fait l'électrocardiogramme de la patiente, ouais, il y avait deux signes assez particuliers. Bon, ça s'appelle un SMQ3, mais ne le retenez pas parce que c'est un signe électrique avec un retard droit. On le retrouve sur l'électrocardiogramme. Après, quand on a fait effectivement à l'arrivée à l'hôpital, quand on a fait une échographie, on a un ventricule droit qui est très développé. En fait, on a un ventricule droit qui est en train de forcer sur un obstacle qui est situé dans le poumon. Et l'obstacle qui est situé dans le poumon, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'en fait qu'une embolie pulmonaire. Alors, cette dame, qu'est-ce qu'elle avait fait? En fait, elle a fait une phlébite, ce qui explique la jambe gonflée, volumineuse, bleutée que vous aviez. C'est une très belle phlébite du membre inférieur. Et ce qui expliquait naturellement la détresse respiratoire et la douleur thoracique qu'elle percevait parce qu'il y avait un caillot de sang qui avait migré dans l'artère pulmonaire et qui avait bouché une partie du poumon. Et donc, voilà, on a eu le diagnostic à l'hôpital après de cette patiente. D'où l'intérêt ici de l'ECG qui nous oriente en fait, vers une pathologie pulmonaire. Cette patiente a bénéficié après d'un traitement anticoagulant et ça a évolué très, très favorablement. Voilà, donc j'ai un peu dépassé le temps, mais ce que je voulais vous dire, surtout dans cette prise en charge, si vous voulez, c'était... attendez, je vais essayer de récupérer ma souris que j'ai... Elle est là-bas. Je l'ai récupérée, ma souris. Je l'ai récupérée, hop. Des principes importants, on en a vu tout à l'heure, hein, bien examiner la victime pour récolter tous les signes qui vont nous permettre éventuellement de détecter une pathologie qui est dangereuse et qui risque d'évoluer mal. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est de savoir là aussi récolter tous les signes qui permettent d'orienter la victime dans une filière de soins. Et ensuite, vous allez demander l'avis médical parce que c'est ici que va se décider l'hospitalisation du patient. Une douleur thoracique ne va pas forcément aux urgences, d'où l'importance du bilan. Et on ne peut orienter correctement une victime dans le bon service que si l'on a un bilan correct qui est effectué par le secouriste ou par l'équipe secouriste, et que si cette équipe secouriste a effectué un examen complet de la victime. Alors, je ne vais pas vous parler de la conduite à tenir. La conduite à tenir, on l'a vu au fur et à mesure de notre exemple. On a vu au fur et à mesure de notre exemple ce qu'il fallait réaliser. Vous comprenez bien que la première chose, c'est que si la victime présente un arrêt cardiaque, il faut faire une réanimation cardiovasculaire. Si la victime présente une détresse respiratoire, vous allez faire la conduite à tenir devant une détresse respiratoire que vous connaissez parfaitement. Et ensuite, vous allez surveiller votre victime. Il est important de la surveiller, en particulier si elle présente une détresse toutes les 5 minutes, en mesurant les fréquences cardiaques, pression artérielle, SpO2. Si vous avez des appareils multiparamétriques qui permettent d'effectuer ces mesures, ben, tant mieux, sinon il faut le faire manuellement. Ou sinon, vous faites une surveillance toutes les 15 minutes si vous n'avez pas de détresse.
Et surtout, surveiller la victime, car toute variation de la conscience notamment, et la survenue d'une perte de connaissance brutale lors de la prise en charge de ces patients, c'est souvent le signe de l'arrêt cardiaque. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir que devant une victime qui présente une perte de connaissance brutale dans le cadre de la surveillance d'une douleur thoracique, il faut surtout vous préparer à réaliser une réanimation cardio-pulmonaire et à défibriller la victime parce que vous êtes devant le cadre d'un arrêt cardiaque la plupart du temps, ou par trouble du rythme, ou comme on l'a vu sur une hémorragie aiguë, si vous avez une détresse circulatoire avant avec une survenue d'un arrêt cardiaque, c'est souvent l'évolution malheureusement finale d'une hémorragie grave, qui bien souvent d'ailleurs sera mortelle. Pour terminer, que deviennent après ces victimes? Que deviennent ces douleurs thoraciques? Et je voulais vous montrer, parce que souvent on en parle, alors je vais prendre ici, voilà, on revoit ici ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire une victime qui présente, vous voyez ici, donc une artère coronaire normale, ici une artère coronaire qui est un peu bouchée avec une plaque d'athérome qui vient boucher. Alors là, pour l'instant, le patient, j'allais dire en situation normale, ne se plaint pas trop. S'il fait un effort, il va avoir mal à la poitrine. Et puis là, vous avez un caillot qui est venu carrément boucher carrément l'artère. Et là, si on ne fait rien, eh bien, ça évolue vers un infarctus. On l'a vu tout à l'heure. Quels sont les traitements? Mais les traitements, il y en a deux. Le premier, ce qu'on appelle, c'est un traitement endovasculaire. Il consiste à glisser un tuyau, un tube à l'intérieur. On passe soit par l'artère radiale, soit par l'artère fémorale. On remonte dans la coronaire avec un petit, donc avec un cathéter. Et autour de ce cathéter, ici, vous avez un filet métallique. Une fois que on l'a mis en place, bien sûr, on fait ça sous radioscopie. Une fois qu'il est mis en place, on va gonfler le ballonnet qui est à l'extrémité. Le ballonnet, quand il se gonfle, il dilate l'artère, donc il débouche, et il met en place le filet métallique. Et ensuite, on va retirer le cathéter et on va laisser en place le filet métallique qui maintient l'artère ouverte. Ça, c'est le traitement d'un syndrome coronarien aigu. C'est ce que l'on appelle la mise en place de stent. Donc, si les patients vous disent « on m'a mis un stent », en fait, ils ont eu un syndrome coronarien aigu et on leur a mis ces appareils. Alors, on peut leur en mettre un ou deux ou trois, on va en mettre plusieurs. Si malheureusement, les pathologies ou la maladie est plus grave, eh bien, malheureusement, ça ne se limitera pas à un stent, mais on va faire de la chirurgie, c'est-à-dire qu'on va carrément prélever une veine du membre inférieur ici, et on va venir mettre la veine entre l'artère, l'aorte, et on va la mettre en pont au-dessus de l'obstruction et la lier ici avec une artère coronaire. Et donc, on ponte en fait le caillot qui bouche l'artère coronaire. On appelle ça un pontage que l'on fait ici avec une artère, mais qu'on peut faire ici, comme vous le voyez ici, pardon, avec une veine. Ici, c'est la veine saphène, mais on peut faire aussi un pontage avec certaines artères thoraciques que l'on rencontre à l'intérieur du thorax. Voilà donc ce que je voulais un peu vous dire. Excusez-moi, j'ai été un petit peu long, mais ça c'est lié aux présentations qui ont été très longues en début, bien que je me fasse pardonner. Et je sais bien reporter la faute sur les autres, c'est parfait. Et donc ça va manger un peu de temps, mais si vous avez des questions, je suis prêt à vous y répondre. Voilà. Et je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je ne sais pas faire plus court. Pas de souci. Merci Daniel. On te laisse boire un petit coup le temps que, enfin boire un petit coup de l'eau bien sûr, le temps que Julien réactive son micro et puis te pose deux trois questions qu'on a eues sur le chat. Alors on va devoir prioriser. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y en a une trentaine. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu. Et en parallèle, Alexis va vous envoyer le Google Forms, un formulaire de satisfaction pour voir ce que vous avez pensé de la visio. Et Patrick clôturera. Je vous laisse la parole, Julien. Merci Cédric, merci Daniel pour cette présentation. Du coup, une synthèse des questions qui ont été posées tout au long de cette présentation. La première, c'est quand on reprend les facteurs de risque cardiovasculaire, en quoi le sexe et l'origine ethnique de la victime ont-ils un impact? Mais alors en fait, c'est toutes les pathologies. Toutes les pathologies sont différentes, peuvent avoir des étiologies, des causes différentes, à la fois chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant, chez le nourrisson et chez le vieillard.
savez qu'on parle beaucoup quand on fait du secourisme actuellement, on fait du secourisme pour tout le monde. Vous savez que maintenant, on évolue, on parle beaucoup maintenant de santé mentale. Donc, il ne faut pas qu'on traite en premier secours que la santé physique, il faut aussi traiter la santé mentale. Et les pathologies ne sont pas forcément les mêmes chez l'enfant, chez la personne âgée. Et la prise en charge de la personne âgée, c'est différent de la prise en charge d'une personne adulte. Et vous savez qu'actuellement, dans les filières de soins, on est en train de développer une filière spécialisée pour les personnes âgées. Et les programmes génétiques d'un homme et d'une femme ne sont pas les mêmes, sont différents. Il y a des maladies que l'on rencontre que chez l'homme et pas chez la femme. Je vous rappelle que l'hémophilie ne touche que l'homme, l'hémophilie ne touche pas la femme, hein. C'est un problème génétique, même si la femme est première dans la transmission de l'hémophilie, par contre la maladie, ce sont des hommes. Et de même, les facteurs de risque sont différents. Alors, c'est vrai que la maladie cardiovasculaire, elle est plus fréquente chez l'homme, et chez la femme, en plus, elle ne s'exprime pas de la même façon. Et lorsqu'on étudie l'expression d'une maladie cardiovasculaire chez l'homme et chez la femme, c'est un petit peu différent. Et donc, c'est pour ça que je vous ai parlé je vous dis, ne parlez pas de douleur typique et atypique, parce que quand on parle de douleur typique, on s'adresse en fait qu'à l'homme qui a la violente douleur thoracique à l'effort, etc. Non, je vous ai dit que parfois, on a des syndromes coronariens sans douleur, sans douleur. Personnellement, mon père a fait un infarctus, il en a fait 2. Il n'a jamais eu de douleur thoracique lorsqu'il a fait ses infarctus. C'était juste une fatigue. Et c'est comme ça qu'on a découvert ces infarctus. Donc, cela dépend des individus. Plusieurs signes pris ensemble chez un patient, les mêmes chez un autre patient, c'est 2 pathologies qui sont différentes. Et c'est d'où la difficulté. Et d'où la difficulté de diagnostiquer. Et c'est vrai qu'on tient compte aussi des facteurs de risque, on tient compte aussi de l'âge, on tient compte aussi du sexe lorsque l'on fait les diagnostics. D'où l'importance, n'essayez pas de faire des diagnostics, récoltez tout ce que vous pouvez, c'est un travail d'enquêteur que vous devez faire, récoltez tous les signes que vous pouvez rencontrer et transmettez-les, parce qu'après, on travaille aussi en statistiques, on fait beaucoup de statistiques. C'est vrai que la douleur thoracique dans le syndrome coronarien aigu, elle est rencontrée dans 75% des cas chez l'homme. Par contre, elle est rencontrée que dans 56%, je crois, des cas chez la femme. Donc, voilà, c'est comme ça. Et c'est génétique essentiellement. Et c'est valable aussi pour les ethnies différentes. Il y a notamment dans certaines populations, notamment les populations d'Afrique, on a des pathologies qui sont totalement différentes, qui n'existent pas dans les populations qui sont européennes ou voire asiatiques. Qui sont différentes. Merci pour cette précision. Une suivante sur le fait de mesurer la pression artérielle et la fréquence cardiaque des 2 côtés chez une personne qui présente une douleur thoracique. Pour quelles raisons? Alors, je n'ai pas expliqué la raison, effectivement. Alors, ce qu'il faut prendre des 2 côtés, c'est la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Ce n'est pas la fréquence cardiaque qu'il faut mesurer des 2 côtés parce que la fréquence cardiaque, elle sera toujours la même. Par contre, c'est la perception, c'est la sensation du pouls qui peut être différente. Je sens bien le pouls d'un côté, je le sens moins bien de l'autre. Alors, il y a 2 raisons qui peuvent entraîner une asymétrie du pouls, une asymétrie de la pression artérielle. C'est l'athérosclérose, ces plaques d'athérome qui se constituent pas qu'au niveau des artères coronaires. Hein. On peut avoir des plaques d'athérome au niveau des membres inférieurs, notamment chez les diabétiques. Hein. Vous pouvez avoir des plaques comme ça qui se déposent sur les artères des membres inférieurs. D'ailleurs, malheureusement, parfois, alors entraîne des ischémies des membres inférieurs pour lesquels on est obligé d'effectuer des amputations. Donc, si vous avez une plaque qui est située à gauche, eh bien, le pouls passera moins bien et la pression artérielle est moins bien perçue. C'est pour ça qu'elle est diminuée. Et la deuxième cause, ce sont les dissections aortiques. La dissection, quand vous avez vu, quand il y a ce décollement qui se fait, ce décollement, des fois, il se poursuit dans les artères du membre supérieur. Et donc, vous avez une mauvaise perception du pouls et donc une mauvaise perception du côté de la dissection. Et donc, quand on a cette asymétrie, alors une violente douleur thoracique, avec une asymétrie des pouls et surtout une asymétrie de pression artérielle, ça doit immédiatement faire penser à une dissection aortique ou un anévrisme. Voilà, c'est une orientation diagnostique. Merci Daniel. La question suivante porte sur l'utilisation de défibrillateurs, notamment lorsque l'arrêt cardiaque est consécutif soit à une tamponnade, soit à une obstruction complète d'une artère. Du coup, est-ce que le défibrillateur, dans ces situations-là, est efficace? Alors, il y a 2 choses, c'est son efficacité et après, est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Le problème, c'est que vous n'avez pas de diagnostic. Vous avez une personne qui avait une douleur thoracique qui fait un arrêt cardiaque et vous ne savez pas quelle est l'origine de l'arrêt cardiaque.
Or, on sait que les arrêts cardiaques que l'on sauve, ce sont les arrêts cardiaques par trouble du rythme. Et quand on les choque très précocement. Alors, si en plus l'arrêt cardiaque survient devant vous et que c'est un arrêt cardiaque par trouble du rythme, le pronostic du patient est excellent lorsque vous le défibrillez très rapidement. Si c'est une obstruction pulmonaire, comme on l'a vu dans le cas que l'on vous a présenté, si c'est une obstruction par un caillot qui vient boucher une artère pulmonaire, l'arrêt cardiaque est souvent une bradycardie. Et donc, votre défibrillateur, d'ailleurs, vous ne posera pas l'indication de défibrillation, il ne vous demandera pas de défibriller. Et donc, il vous demandera de masser. Et d'ailleurs, parfois, et comme moi, j'ai vu dans 2-3 cas de patients que j'ai pris en charge pour des embolies pulmonaires massives avec arrêt cardiaque, en fait, c'était le massage cardiaque qui entraînait la reprise cardiaque. Pourquoi? Parce que le massage cardiaque mobilisait le caillot et que ça débouchait, ça permettait au sang de passer, le cœur repartait, bon, après ça se rebouchait, etc., etc. Mais ça permettait éventuellement d'amener le patient en chirurgie pour lui enlever ce gros caillot qui obstruait complètement son artère pulmonaire. Voilà, donc en tout cas, dans ces cas-là, la plupart du temps, le défibrillateur ne vous demandera pas de défibriller parce que le patient n'est pas en fibrillation ou n'est pas en tachycardie ventriculaire avec arrêt cardiaque. Mais en tout cas, statistiquement, c'est ce qu'on sauve le plus. Donc, il faut surtout le mettre en place. Merci beaucoup. Julien, une dernière question ou c'est bon pour ça? Alors, il y a un tel engouement que malheureusement, compte tenu de l'horaire, on va pas pouvoir poursuivre. Beaucoup de questions, notamment sur l'électrocardiogramme. En tout cas, Daniel, tu l'as précisé, hein, aujourd'hui, entre la règle et ce qui pourrait être fait sur le plan médical, il y a deux choses qui sont différentes. En tout cas, ça fera l'objet d'autres échanges sur le sujet. Ouais. Merci. Tout à fait. J'avais prévu effectivement de parler de l'électrocardiogramme. Bon, on l'a un peu sauté parce qu'on était pris par le temps. À la rigueur, on pourra en faire dans les prochaines réunions, on pourra aborder ce sujet-là de l'électrocardiogramme. Pour l'instant, il y a une réglementation qui est très précise. À la Croix-Rouge, le conseil d'administration a donné l'autorisation dans certains territoires, il n'y a pas de problème. Mais ça reste quand même pour l'instant sur indication médicale. Après, on a des expérimentations qui sont menées notamment dans certains territoires. Mais c'est quelque chose qui va se démocratiser. C'est vrai que c'est un des avantages de la crise du Covid. Ça nous a permis de débloquer beaucoup de gestes qui sont maintenant transférés aux secouristes sans problème. Mais il faut y aller progressivement. On a des expérimentations. L'important, c'est pas de perdre du temps non plus. Il faut que ça nous amène quand même quelque chose de bénéfique pour la victime. Merci Daniel, merci Julien, merci Alexis pour le recueil des questions. On va laisser le mot de la fin du coup à Patrick Bastos qui a eu le mot du début, donc on va lui laisser le mot de la fin. Merci à toutes et tous d'avoir été aussi nombreux. On a frôlé les 600 spectateurs, ce qui est extraordinaire. On va essayer de battre le record pour la prochaine session. Merci beaucoup, vous avez questionnaire de satisfaction à remplir et je laisse la parole à Patrick. Merci. Merci à vous à distance. Du coup, merci Daniel, merci Julien, merci Alexis, merci Cédric en particulier pour l'organisation de tout l'événement. On espère que ça vous a plu. On a besoin de vos retours dans le billet de sortie pour pouvoir ajuster le dispositif. On se retrouve dans un mois aussi avec nos associations et toutes les associations partenaires. N'hésitez pas à diffuser, n'hésitez pas à nous dire votre besoin. Que ce soit sur des modules, sur des thèmes, s'il y a des sujets qui vous intéressent. Donc là, on est vraiment sur les classes virtuelles. Et puis, il y aura également toute une offre de formation à distance derrière sur notre plateforme de formation à distance qui vous sera disponible. Donc vraiment, n'hésitez pas. Venez vous former, venez vous préparer, échanger avec les secouristes de vos unités ou de vos structures respectives. L'idée, c'est vraiment de profiter finalement de ces temps-là pour se réunir, échanger, débattre, se questionner comme vous l'avez fait aujourd'hui. Donc, merci à vous tous d'être là et merci pour ce que vous faites au quotidien pour la Croix-Rouge et pour l'UNAS et pour l'Ordre de Malte et pour la Croix-Blanche. Du coup, on a besoin de vous et du coup, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Passez une bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci et on va à tous pour la colonne vertébrale. Au revoir.